notamment entre la notion de droit et celle de liberté, et cela dans de nombreux articles. D'autres constitutionnalistes aussi ont déclaré que cette version telle qu'elle a été présentée aujourd'hui au public est une régression. C'est une grande régression par rapport à la Constitution de 1959. Les droits et les obligations sont flous et n'ont pas été mentionnés de manière claire, notamment dans le préambule et les principes fondamentaux. Alors ce constat, on peut également malheureusement le dire, on peut dire qu'il s'applique quand on essaie d'analyser un peu les dispositions qui concernent les droits de l'enfant dans ce projet. Il y a encore une fois, comme l'article 31 de l'ancien projet, une garantie des droits de l'enfant bien en deçà de la Convention internationale des droits de l'enfant. D'abord, en traitant des principes fondamentaux, on remarque que l'article 9 de l'avant-projet qui dispose que l'État va garantir les droits de l'enfant et les droits de l'enfant qui souffre d'un handicap, d'une déficience, d'incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle. Donc, تضمن الدولة حقوق الطفل والفئات ذات الاحتياجات الخصوصية. Donc, on peut ici comprendre qu'il y a en effet, qu'on est en train de définir déjà le handicap comme une altération des facultés de la personne. Déjà, on définit le handicap, comme une altération des facultés de la personne, physique, sensorielle, cognitive ou psychologique, et qui empêche la personne d'agir comme le fait une personne valide. Il s'agit donc d'une perception, disons, uniquement médicale du handicap. Cependant, on peut concevoir le handicap autrement, à savoir non plus comme un corps entravant les mouvements, mais comme un ensemble de barrières, physiques ou autres, qui font obstacle au corps. Et cette façon de percevoir le handicap est une conception sociale. La garantie des droits, comme on l'a déjà noté, est très importante. Donc on va reconnaître à l'enfant, et je le parle sous le contrôle de M. le professeur Hadj Botran, qui a déjà insisté sur le fait qu'on doit donc reconnaître l'enfant comme un sujet de droit, un sujet que l'État doit assurer donc la protection. Mais si on peut comprendre que les élus de l'Assemblée nationale constituante ont préféré consacrer une disposition spéciale, une protection de l'enfant qui souffre justement d'un handicap, l'objectif, c'est vrai, c'est peut-être de le mieux le protéger, mais la conception, elle est assez lacunaire. D'abord, la base donc justement de cette protection, c'est la non-discrimination. Dans le contexte du traitement de la personne handicapée, de l'enfant handicapé, il y a une discrimination directe, c'est-à-dire quand la personne handicapée est traitée de façon moins favorable qu'une autre ne l'est, en raison de son handicap, donc dans une situation comparable, et la discrimination est indirecte lorsqu'une pratique apparemment neutre peut entraîner un désavantage. Donc il convient tout d'abord de noter qu'en matière d'insertion des handicapés à l'école, comme dans le monde du travail, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, les politiques donc, sont très similaires et elles sont fondées justement sur le principe de non-discrimination. Ainsi, l'État devra s'engager à respecter, à protéger, à mettre en œuvre les droits de tous les enfants sans aucune discrimination. Aujourd'hui, les spécialistes donc, de l'enfance, de la pédopsychologie, défendent l'égalité du traitement, l'égalité des chances, une prise en compte des intérêts des enfants de manière égalitaire pour que ces enfants qui souffrent d'une insuffisance physique, mentale ne ressentent pas justement l'exclusion, l'inégalité dès leur jeune âge. Et la Convention des droits de l'enfant de 1989 est le premier traité international qui a mentionné justement l'handicap dans son article 2. Il consacre le principe de non-discrimination envers ces enfants et on trouve une norme spécialement consacrée à cette problématique, l'article également 23 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant. Alors la Tunisie a également été parmi les pays qui a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée le 13 décembre 2006, et son protocole facultatif du 2 avril 2008. Et cette convention, justement, a adopté une nouvelle approche du handicap. Sur la base de l'égalité, les droits des personnes handicapées font pleinement partie des droits de l'homme. Par conséquent, c'est à la société de s'adapter aux besoins spécifiques des personnes handicapées, et non l'inverse. Donc l'approche médicale du handicap est abolie
en faveur d'une approche médico-psychosociale, là où on tient compte de plus en plus des obstacles environnementaux et des barrières architecturales, une interdiction donc de toutes les formes de discrimination à l'égard de ces personnes dans tous les domaines, leur garantir des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Dans la conception donc, de la convention, de la dite convention, il ne s'agit plus de créer de nouveaux droits spécifiques pour les personnes handicapées, mais bien de réaffirmer leurs droits fondamentaux comme chacun de nous. Donc, de ce point de vue-là, l'article 9 de l'avant-projet reste critiquable. C'est une conception assez restrictive aujourd'hui. On peut également parler de l'article 29 donc, de l'avant-projet qui énonce, donc, dans l'article 9, il y a la conception, c'est vrai, donc, par rapport à l'handicap, donc, il y a le principe de non-discrimination, mais la conception reste restrictive. Alors, l'article 29 aussi de l'avant-projet énonce que l'État garantit le droit à l'éducation, le droit à la gratuité donc, de l'enseignement de tous les enfants et que l'enseignement est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. تضمن الدولة للجميع الحق في التعليم العمومي المجاني في كامل مراحله، التعليم إجباري إلى سن السادسة عشرة على الأقل. Donc, le droit à l'éducation, quand même un droit très important pour les Tunisiens, un droit de deuxième génération. C'est l'un des droits aussi, donc l'article 29 touche quand même un droit essentiel et important dans notre pays. Il s'accorde aussi avec l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est jusqu'à ce jour, donc, qui est objet de débat au sein de l'Assemblée nationale constituante, puisqu'on n'a pas encore intégré justement l'universalité des droits de l'homme au sein de la Constitution. Donc, l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dispose que toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire, l'enseignement technique et professionnel doit être généralisé, l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. Donc, selon les données récentes en Tunisie, 98% des enfants tunisiens en âge d'aller à l'école vont à l'école primaire. Ils sont des milliers, par contre, à abandonner l'école chaque année, en dépit du fait que l'éducation est obligatoire entre 6 et 16 ans. Rien qu'en 2009, 69 000 enfants tunisiens ont quitté l'école. Là encore, la société civile et l'association, donc, avec Simoaz, donc, dénonce encore une fois donc, le fait qu'à chaque fois on a l'impression qu'on oublie en quelque sorte une tranche d'âge importante aussi, à part celle entre l'âge de 6 à 16 ans. Malheureusement, on sait qu'il y a toute une catégorie donc, même d'écoles aujourd'hui, ce qu'on appelle des écoles coraniques, donc toute une catégorie donc, de population, d'enfants est oubliée, donc l'âge de moins de 6 ans. Et on voit qu'il y a une non-reconnaissance aussi dans la Constitution de l'importance de cette tranche d'âge, de cette catégorie d'enfants, de l'école préparatoire, des jardins d'enfants. L'école de la République est aussi une école qui protège les enfants dès leur jeune âge pour une éducation dans le cadre aussi de l'égalité pour tous. Et on peut évidemment en débattre à propos de cet article. Alors la commission également droit et liberté a voté avec une majorité de 11 voix contre 9 l'article 40 qui dispose en arabe donc حق الطفل على أبويه ضمان الكرامة والرعاية والتربية والتعليم والصحة وعلى الدولة توفير الحماية القانونية والاجتماعية والمادية والمعنوية لجميع الأطفال. Donc il y a eu pourtant un projet quand même plus élaboré que la commission droit et liberté a refusé d'inscrire dans l'avant-projet qui disposait حق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والرعاية والتربية والتعليم والصحة ولا يجوز بأي شكل من الأشكال استغلال الأطفال تعنيفهم ولكل طفل الحق في هوية منذ ولادته وتشمل الاسم واللقب العائلي وتاريخ الولادة والجنسية والانتماء إلى عائلة كما أنه على الدولة توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بدون تمييز وتفعيل حقوق الطفل في جميع المجالات وفي حالة التعارض مع حقوق أخرى تكون الأولوية لحقوق الطفل. Donc cette disposition n'a pas été malheureusement consacrée. Donc on peut pourtant dire que l'expression déjà protection de l'enfant, dans le deuxième alinéa de l'article 40, recouvre tout un éventail de questions importantes et urgentes. Certaines, comme la prostitution des enfants par exemple, sont étroitement liées à des facteurs économiques.
D'autres questions comme la violence au foyer, à l'école, ont davantage à voir avec la pauvreté, ainsi qu'avec les valeurs, normes et traditions sociales. La dimension criminelle dont parlait Mme Abidi tout à l'heure donc, joue également un rôle très important dans le cas notamment de la traite des enfants. Même le progrès technique aussi comporte un volet protection, comme en témoigne le développement de la pornographie mettant en scène des enfants. L'article 2, paragraphe 2 aussi de la Convention relative aux droits de l'enfant énonce d'ailleurs la nécessité de cette protection. Mais le problème que l'on peut relever dans cet article, c'est que le premier alinéa insiste d'abord sur le rôle des parents dans la garantie de la dignité, de l'éducation, de la santé des enfants. Et il est vrai que la famille est au centre quand même du bien-être de l'enfant. Mais l'État a la responsabilité première dans cette protection, dans la garantie du droit à la vie, à la croissance, à la protection contre toute forme de violence. C'est à l'État aujourd'hui de jouer un rôle, d'avoir cette responsabilité de protéger les parties, disons, les plus vulnérables dans la société, surtout après une révolution quand même portée par des revendications économiques et sociales. Et encore une fois, d'après M. Hadr Qotran, donc la Convention internationale des droits de l'enfant, justement de 89, dont la Tunisie est signataire, elle insiste quand même, elle s'est basée sur le principe que c'est d'abord l'État, c'est à l'État de respecter, de protéger et de prendre en charge l'enfant quand il manque de soutien. Alors, l'exemple de l'article 49, on peut aussi citer l'article 49 de l'avant-projet de la Constitution, qui parle quand même qui consacre le rôle de l'État avec plus d'acuité et qui parle de la reconnaissance, de la garantie de droit d'exercer des activités sportives, de droit au loisir, à la culture, indispensable à l'équilibre de l'enfant. Donc, تسعى الدولة إلى توفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيه وتوفير وسائل الترفيه والسياحة. Alors, en conclusion, donc j'essaie de résumer. Donc, les personnes âgées les enfants en Tunisie, donc les nouveau-nés entre 18 ans, donc ils représentent, comme on l'a dit, donc 31,4, comme l'a dit Mme Abidi, de la population en Tunisie. Et pourtant, la garantie de tous leurs droits et de manière complète n'est pas encore chose acquise comme on le voit. L'avant-projet de la Constitution ne fait aucune allusion au droit de l'enfant à participer à toutes les décisions qui le concernent. Et le Comité des Nations Unies des droits de l'enfant, comme a dit M. Qotran aussi, donc, a mis en place quand même, a insisté pour mettre en place justement un mécanisme pour protéger les droits de l'enfant. Comme en Égypte aujourd'hui, où le projet de la Constitution ne protège pas suffisamment, donc où l'enfant est négligé, les droits de l'enfant en Tunisie, c'est pour ça que la société civile continue à s'activer aujourd'hui pour garantir donc, la protection et l'épanouissement des enfants qui sont l'avenir de notre pays. Je vous remercie.